Alors, bonjour à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier webinaire de la série Transition écologique inclusive qui va porter sur l'économie circulaire inclusive. Est-elle une solution face à la crise et que peuvent les pouvoirs publics? Alors, si vous ne connaissez pas, le plus important, c'est un think tank et un action lab de statut associatif et indépendant qui regroupe à peu près 200 experts pluridisciplinaires et nous sommes tous animés par le désir et la volonté de promouvoir une société beaucoup plus inclusive. Alors, l'objectif de ce webinaire s'inscrit dans une série de 7 webinaires comme voilà, si vous voyez le slide, les sauts de webinaires vont se dérouler du 5 juin jusqu'au 11 décembre, donc sur le thème de la transition écologique inclusive. Et l'objectif principal est d'appréhender la double temporalité du défi auquel notre société doit faire face, donc à savoir un enjeu de convalescence planétaire et sociale presque économique aussi, économique et sociale, et puis un enjeu écologique d'aujourd'hui et de demain. Alors, le webinaire d'aujourd'hui est une variation presque post-Covid sur le thème du colloque que nous avions organisé à l'Assemblée nationale le 30 septembre dernier, qui était de faire de l'économie circulaire un catalyseur d'inclusion dans tous les territoires. Nous avions réuni environ 300 inscrits issus de la sphère publique et de la sphère industrielle économique. Et nous avions le plaisir, déjà à cette époque, de recevoir en fait 3 représentants des entités représentées aujourd'hui, à savoir le Commissariat général au développement durable, Emmaüs et l'Institut national de l'économie circulaire. Pour alimenter ce colloque, à l'époque, nous avions rédigé un rapport qui est consultable sur notre site leplusimportant.org. Et ce rapport, en fait, synthétisait un certain nombre de recommandations autour de 3 axes principaux qui portaient, un, sur la nécessité d'analyser, de se doter des moyens de mesurer l'impact de l'économie circulaire sur les emplois, les compétences, et ça avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit des parties prenantes publiques, privées, opérateurs, associatives. Deuxième axe, sur la nécessité de favoriser le développement des emplois et des compétences, notamment de l'économie circulaire globalement, mais aussi de vitaliser le secteur de l'économie sociale et solidaire, donc de l'ESS, notamment en favorisant des dispositifs qui seraient portés par des acteurs publics et puis par des opérateurs. Et puis, troisième axe, qui était de favoriser l'essor de l'économie circulaire dans les territoires, et notamment des territoires qui sont les plus fragilisés, et par exemple en faisant la promotion de dispositifs comme l'EIT, l'écologie industrielle et territoriale, qui va favoriser la circularité des flux entre entreprises au détriment de la linéarité. C'était aussi des coups de pouce qui auraient pu être donnés par les collectivités, notamment en matière de commande publique ou d'achat de biens locaux avec une clause d'insertion sociale. Et puis, c'était aussi la promotion de dispositifs d'innovation technologique ou pas, par ailleurs, qui présentent à la fois un bénéfice d'un point de vue environnemental, mais aussi social, par la génération d'activités, notamment pour les personnels qui sont les plus éloignés de l'emploi, et notamment les plus éloignés de l'emploi depuis très longtemps. Alors, ce webinaire, en fait, va durer environ donc 1 heure avec 2 temps forts. Un premier temps donc d'intervention de nos 3 invités qui va durer jusqu'à midi 5 environ. Et puis, une phase de questions-réponses. Et je vous invite justement à poser des questions via le chat ou l'onglet QR. J'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Pascal Flamand du think tank le plus important et également avec Jules Coignard de l'entreprise Circulaire. Alors peut-être que Jules, vous voulez présenter en quelques mots votre entreprise avant que je ne présente les 3 intervenants. Merci Christelle, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc Circulaire, en quelques mots, c'est une organisation, on est une entreprise pour accompagner les organisations dans leur transition vers l'économie circulaire. Globalement, on le fait grâce à un réseau d'associations et de startups qui proposent des solutions à l'économie circulaire à l'international, que nous connectons avec entreprises et collectivités. Je vois François-Michel faire un petit sourire parce que pour la petite histoire, l'entreprise est née d'un tour du monde de l'économie circulaire que nous avons réalisé en 2015 et 2016 avec Raphaël Mavigné.
Et dès 2013, alors que nous travaillions chez Airbus Group au Mexique, nous avons discuté avec François Michel qui nous a mis sur la voie de l'économie circulaire. Donc, ravi d'être ici avec vous et très heureux d'entendre les interventions des participants. Alors, justement, peut-être que on va commencer donc par la présentation des différents invités. J'espère que tout le monde voit bien qu'il n'y a pas de problème de son, en fait. C'est bon pour tout le monde, hein, je crois. Donc nous avons le plaisir de convier 3 acteurs de la sphère publique et associative. Alors Diane Simu, vous êtes commissaire générale adjointe au développement durable et donc au sein du ministère de la Transition écologique et inclusive, poste que vous occupez depuis septembre 2019 après avoir occupé un poste de conseillère technique écologique à la présidence de la République et au cabinet du Premier ministre. Et puis vous aviez eu auparavant une carrière dans la sphère publique, dans des ministères comme le ministère de l'Environnement ou bien en ONG au sein de WWF. Pascal. Oui, par ailleurs, on va recevoir avec plaisir Valérie Fayard, qui est la directrice générale déléguée d'Emmaüs France. Voilà, Valérie est depuis longtemps dans le mouvement Emmaüs et nous parlera de la situation très concrète des groupes Emmaüs et des attentes tant vis-à-vis de l'État que des collectivités locales. Et puis, on va aussi entendre Monsieur François-Michel Lambert, qui parlementaire, député des Bouches-du-Rhône, qui interviendra bien sûr en tant que parlementaire, mais aussi président de l'Institut de l'économie circulaire. Alors, Diane Simu, on va peut-être commencer avec vous. Le début d'année était marqué par un grand temps fort, notamment le vote de la loi en faveur de l'économie circulaire et contre le gaspillage. Et donc, du reste, un mois juste avant le confinement, peut-être que vous allez revenir sur les marqueurs forts de cette loi. Et puis, à votre avis, est-ce que l'économie circulaire inclusive peut-être est une réponse à la crise? Et qu'est-ce que vous pouvez bien faire, vous, les pouvoirs publics? Merci beaucoup Christelle et puis merci pour votre invitation. Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir partager ce moment avec vous. Parce que je pense qu'on est vraiment dans un sujet d'actualité très forte. Le constat qu'on fait, et je pense qu'il sera partagé par tous, c'est que la crise qu'on vit en ce moment, ça nourrit vraiment une très forte demande de protection de la part des citoyens. Et des protections à la fois protection de leur santé, mais protection aussi contre les effets du changement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Et puis, protection de l'économie, des emplois et puis de l'indépendance nationale dans les secteurs essentiels. Je voulais partager avec vous les résultats d'un sondage qui a été fait le 15 mai sur les préoccupations, les inquiétudes des Français. Donc, le risque épidémique arrivait en tête, c'était 65%, mais pas très loin derrière, il y avait les aléas climatiques, 55%, à peu près à égalité avec la préoccupation relative au chômage, 54%. Donc, on voit bien que en fait, les Français, ils sont conscients de tous ces risques, ils n'ont pas envie d'avoir à choisir entre ces risques-là. Et je pense que l'économie circulaire, a fortiori l'économie circulaire inclusive, comme vous l'appelez, c'est vraiment une réponse très forte pour renforcer la résilience de notre économie sur tous ces aspects. C'est à la fois créer des emplois qui ont du sens sur les territoires, c'est à la fois renforcer notre indépendance stratégique et puis accélérer la transition vers la neutralité carbone et puis une bonne gestion des ressources naturelles et de préservation de la biodiversité. Donc là, je pense que tout le monde est d'accord jusque-là. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est comment on fait. Alors, on ne part pas de rien. Vous l'avez dit, on a une loi qui a été adoptée en février, ça semble loin déjà, parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses depuis, mais qui était le fruit, par ailleurs, d'une concertation de l'ensemble des acteurs, alors des collectivités, des entreprises, des ONG, qui avaient commencé dès octobre 2017 pour construire la feuille de route de l'économie circulaire. Et puis, c'est une loi
je pense, un peu particulière parce que c'est vraiment une loi qui a été boostée par le grand débat national, qui lui a fait prendre une dimension tout à fait différente. Et puis, c'est aussi une loi qui est le résultat d'un consensus politique assez large qui associe l'ensemble des groupes politiques au Parlement. Donc, je ne compte pas revenir sur l'ensemble de la loi parce qu'elle compte plus de 100 articles. Elle est quand même assez volumineuse. Mais je voulais revenir sur certaines dispositions qui me semblent particulièrement refléter cette volonté partagée d'économie circulaire inclusive. Parmi ces dispositions, il y a ce qui concerne le réemploi. Il y en a pas mal sur le réemploi. Et en particulier, il y a la création d'un fonds pour le réemploi de plus de 50 millions d'euros par an. Et ça, c'est un point dont j'aimerais bien qu'on reparle ensemble après pour voir comment on pourra au mieux le faire vivre pour aussi consolider le modèle économique des acteurs comme les ressourceries, les recycleries, dans leur modèle économique et faciliter aussi l'insertion par l'emploi parce que c'est souvent des organisations de l'ESS qui font ce travail-là et qui font un travail tout à fait essentiel. Il y a le réemploi et puis il y a la réparation. Là aussi, aujourd'hui, on voit que notamment en ce qui concerne les équipements électriques, électroniques, on voit qu'il y a très peu, il y a seulement 40% des pannes qui donnent lieu à une réparation. Et donc, dans la loi, il y a une série de mesures qui visent à encourager cette réparation. Je ne vais pas toutes les passer en revue. Il y a la création d'un indice de réparabilité qui doit entrer en vigueur au 1er janvier prochain. Donc, c'est quand même, ça va arriver très vite. Et qui a vocation à tendre ensuite vers un indice de durabilité à un peu plus long terme pour vraiment aller vers des produits plus durables et avec l'objectif d'atteindre un taux de 60% de réparation des produits électriques et électroniques d'ici 5 ans. Il y a aussi un fonds réparation qui est créé sur le même modèle qui sera financé par les filières REP et pour faire baisser le coût de la réparation pour le consommateur quand il se rendra chez un réparateur labellisé. Voilà. Donc ça, c'est l'une des dispositions. Il y en a d'autres comme le recours à l'impression 3D pour la réparation des objets. Donc, on a une série de mesures que je ne détaille pas tout cela pour encourager le réemploi, la réparation. Au-delà de la loi, quand je dis qu'on ne part pas de rien, c'est qu'il y avait aussi des travaux qui avaient été menés dans le cadre de la feuille de route économie circulaire qui sont au-delà de la loi et notamment en ce qui concerne les compétences et les besoins en formation. Et donc, il y avait un travail vraiment remarquable qui avait été mené par des groupes de travail présidés par Nathalie Boyer, qui avait permis de réaliser une analyse des besoins en formation pour l'économie circulaire en identifiant les métiers dont on avait besoin et comme ingénieur en éco-conception ou animateur en écologie industrielle territoriale, diagnostiqueur de déchets du bâtiment, agenterie plastique, etc. Et qui identifie les besoins de formation pour ces métiers-là. Et ça, c'est quelque chose qui va être très utile dans ce qu'on va faire maintenant et dans les réflexions sur le plan de relance parce que on va vraiment, malheureusement, avoir besoin de trouver des pistes de reconversion pour un grand nombre de nos concitoyens. Donc ça, c'était sur l'existant aujourd'hui, c'est la loi, les travaux complémentaires qui ont été menés. Et ce sur quoi je voulais échanger avec vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui change maintenant à la lumière de ce qu'on vit? Comment est-ce qu'on tire parti en fait des évolutions de comportement qui sont liées à la crise sanitaire, qui sont liées au confinement, à la prise de conscience qui l'accompagne? Et comment on capitalise là-dessus pour accélérer le mouvement. Un peu de la même manière qu'on voit que le vélo, on est en train d'assister à un déclic vélo et on est en train de gagner en quelques mois des années de politique vélo. Quelles sont les tendances sur lesquelles on peut capitaliser? Et il y avait deux sujets que je voulais aborder avec vous.
c'est la question des équipements électriques, électroniques et l'alimentation. Sur les équipements électriques et électroniques, déjà, on ne pouvait pas s'en passer avant, mais alors maintenant, on peut vraiment, vraiment plus s'en passer parce qu'on ne peut plus travailler et on ne pouvait plus pendant le confinement avoir de contact avec nos proches sans ça. Et or, c'est vraiment les biens qui sont le taux d'importation le plus élevé, c'est 90%. Donc, et on se rend compte que voilà, dans une situation de tension pour l'approvisionnement, on pourrait se retrouver dans une situation où la France se verrait refuser des équipements stratégiques parce que les pays producteurs restent de fait prioritaires, comme ce qui a pu se passer à un moment pour des masques ou des respirateurs. On pourrait se retrouver dans une situation comme ça. Ce qui est paradoxal parce qu'on a par ailleurs plein d'équipements qui dorment dans nos tiroirs. On estime qu'il y a 74% des Français qui disent qu'ils gardent leur téléphone dans un tiroir. On pense qu'il y en a même 100 millions, ça représente plus de 20 milliards de ressources inutilisées. Et on a vraiment besoin de sortir tous ces téléphones, tous ces équipements du tiroir pour les reconditionner ou au moins pour les recycler. Et ça, c'est vraiment un enjeu majeur qui est devant nous et qui doit être un axe aussi de notre stratégie maintenant, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ça. Il y a la vente des équipements numériques reconditionnés qui a augmenté de 30% pendant le confinement. Donc, et c'est vraiment quelque chose qui permet de créer de l'emploi en France. La plupart des acteurs du reconditionnement sont issus de l'économie sociale ou solidaire. Il y a de la French Tech, c'est des acteurs français. Et ça a vraiment un bénéfice environnemental énorme parce que passer de 2 à 4 ans d'usage pour une tablette ou d'un ordinateur, ça améliore de 50% son empreinte environnementale. Donc ça, c'est un enjeu qui est essentiel. Et pour ça, on a besoin de travailler notamment sur 2 axes. Un axe de communication pour renforcer la confiance des consommateurs, notamment autour de la suppression des données, qui est souvent une source d'inquiétude pour les consommateurs, de labellisation des acteurs, et puis en soutenant la demande par de la communication, et puis pour la commande publique, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités, de beaucoup plus massivement acheter du matériel reconditionné. Et là, ça rejoint d'ailleurs un des articles de la loi qui prévoit que la commande publique doit concerner pour un certain nombre de produits entre 20 et 100% de réemploi ou de recyclé. Donc ça, je pense que c'est un levier qui est vraiment essentiel et qui nous tient vraiment, vraiment à cœur. L'autre point, c'est l'alimentation, parce que là aussi, il y a eu des changements de comportement pendant le confinement. Il y a eu un plébiscite des circuits de proximité qui était notamment lié à la fermeture d'un certain nombre de débouchés comme la restauration hors foyer ou les marchés. Et c'est vraiment un moment, on a vu par sa réactivité, l'intérêt des circuits de proximité dans la résilience du système alimentaire. Il y a 7% des Français qui ont découvert les drives à la ferme, et puis il y a 30% qui disent qu'ils veulent poursuivre dans la durée ce type d'approvisionnement. Et puis, il y a aussi une hausse de 20% des circuits courts. Il y a aussi la tendance du bio. Donc, on voit qu'il y a vraiment lieu là, entre l'État, les collectivités territoriales, de travailler à une nouvelle génération de projets alimentaires territoriaux pour permettre de développer des projets de soutien aux agriculteurs, qui soient bio, qui soient HVE, haute valeur environnementale, avec des entreprises de transformation localement, avec des anciennes de distribution locale, avec la restauration collective. Et puis, avant de conclure, je voulais partager une réflexion avec vous, qu'on puisse échanger sur les tiers-lieux. Alors, les tiers-lieux, vous savez, c'est ce type d'espace de coworking, de Fab Lab, de campus connectés. Il y a un regain d'intérêt pour ce type
lieux. Il y avait eu, il y a pile un an, je pense, déjà un appel à projet qui avait été lancé pour 300 fabriques de territoire. Mais là, avec l'essor du télétravail et l'espoir que ça puisse être aussi quelque chose des endroits qui peuvent éviter le recours à la voiture individuelle de gens qui voudraient pas reprendre les transports en commun, mais qui voudraient quand même sortir de chez eux pour travailler. Il y a vraiment un intérêt pour ces endroits et une réflexion à avoir sur comment est-ce qu'on fait pour que ces endroits soient en fait vraiment des lieux où se crée la transition écologique concrètement. Et là, on pourrait imaginer des endroits qui sont on pourrait avoir des bornes pour recharger des voitures électriques. On pourrait avoir des points de distribution de circuits courts. On pourrait avoir des Fab Labs avec des imprimantes 3D pour imprimer les petits bidonniers en plastique qui va manquer pour réparer un appareil. On peut imaginer tout un tas d'endroits où on peut imaginer des formations et un endroit qui est vraiment un lieu où la transition écologique se fait sur les territoires. Et je serais ravie d'échanger avec vous sur cette piste, sur comment est-ce qu'on peut généraliser ces lieux pour donner un nouvel essor à cette économie circulaire inclusive dans les territoires. Diane, ça tombe bien, Valérie. J'imagine que toutes les pistes et perspectives qui ont été ouvertes par Diane vous parlent. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision du terrain et nous dire ce qu'attendent les organisations de l'économie circulaire inclusive sur les territoires, ce qu'ils attendent des pouvoirs publics nationaux, au niveau national comme local? Oui, merci, bonjour à tous. Effectivement, il y a un certain nombre de choses qu'a dit Diane Simu que je vais reprendre et qui font tout à fait écho. Cette crise, qui n'est pas qu'une crise sanitaire, qui est aussi une crise économique, morale, etc., elle a évidemment, comme toutes les crises, elle est porteuse à la fois de menaces et d'opportunités. Pour Emmaüs, elle a été porteuse de beaucoup de menaces, puisque notre modèle, qui est un modèle, en effet, d'économie circulaire complètement inclusive, qui remet au travail et dans la dignité des personnes en grande difficulté au travers de l'activité de récup et de revente. Ça a été donc totalement percuté par cette crise. Pour la première fois depuis 70 ans, on s'est retrouvé avec un arrêt de l'activité qui mettait en péril notamment les communautés Emmaüs, notre appel à dons. Donc nous, cette crise, on l'a vécue avec beaucoup d'acuité et beaucoup d'angoisse. Les Français ont répondu présent à cet appel à dons assez largement. Ça ne suffit pas, mais enfin, on a bon espoir et l'activité reprend. Ça, c'est le côté menace, je dirais, plus spécifiquement pour Emmaüs. Globalement, cette crise, elle est porteur aussi d'opportunités et on voit bien, en effet, que émerge un certain nombre de constats sur le fait que notre modèle est à bout de souffle, qu'il faut le revoir, qu'il faut changer de paradigme. Il y a plein de collectifs citoyens, associatifs, politiques, et je pense que peut-être M. Lambert en parlera aussi, qui prennent la parole et qui proposent des choses et qui commencent à travailler sur le monde de demain. Donc ça, il y a vraiment… on est à un moment, me semble-t-il, clé où les choses peuvent changer et s'accélérer. Alors, le rôle et les attentes par rapport au pouvoir public, pour nous comme pour d'autres, quels sont-ils? Alors, pour moi, nous croyons beaucoup à Emmaüs en de la puissance publique à tous les niveaux. Au niveau de l'État, d'abord, c'est évidemment une vision, donner une vision. Quelle est la vision que l'État a de où est-ce qu'il doit embarquer la nation française et le navire? Bon, cette vision, donc là, c'est vraiment l'aspect politique. Le président a dit, me semble-t-il, à l'occasion de cette crise, qu'il était en train de revisiter un certain nombre de choses concernant cette vision, qu'il avait changé. Bon, on attend de voir dans quel sens. En tous les cas, il y a un peu en ce moment une demande d'avoir ce débat citoyen, collectif, un vrai débat public qui permette de réfléchir et de construire ensemble une nouvelle vision. Donc tous les collectifs là, qui existent, que ce soit Oxfam, Plus Jamais Ça, les collectifs des parlementaires, etc., tout le monde demande un grand débat. Nous, on est membre du Pacte du pouvoir de vivre, donc dit Hulot Berger, qui lui aussi demande une conférence
de la transition écologique et solidaire. Donc, refonder un peu la vision, c'est-à-dire aujourd'hui, on a été percuté par cette crise, que ça change, ça doit changer quelque chose au niveau politique. Ensuite de ça, plus généralement, effectivement, les pouvoirs publics, ils sont là pour créer la norme et créer le cadre législatif et réglementaire dans lequel les acteurs vont s'inscrire. Sur le plan environnemental, on sait bien que s'il n'y avait pas eu la création de normes européennes ou françaises, s'il n'y avait pas eu un cadre contraignant posé, les choses, elles n'auraient certainement pas évolué aussi vite et d'une bonne façon, même s'il y a beaucoup de progrès à faire. Diane Simu a parlé du projet de loi économie circulaire. On a contribué, nous, Emmaüs et d'autres acteurs de l'ESS, à ce projet de loi, et il y a plein de choses positives. Je ne reviens pas, puisqu'elle a cité le fonds réemploi, qui est pour nous un gros enjeu, hein, mobiliser de l'argent des filières pour le développement de structures de réemploi de l'économie sociale et solidaire. C'est extrêmement important et les décrets sont en cours de travail. Le cadre législatif et réglementaire, évidemment, donc il couvre plein de domaines, mais je citerai quelques exemples autres qui sont hyper intéressants. C'est l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et qui consiste effectivement, pour l'instant c'est sur 10 territoires, mobiliser les financements liés au chômage longue durée pour pouvoir créer des entreprises à but d'emploi sur les territoires avec des CDI pour les chômeurs longue durée sur des activités qui sont beaucoup des activités autour de l'économie circulaire puisque c'est des besoins sociaux non satisfaits sur le territoire. C'est une expérimentation extrêmement intéressante et la deuxième partie de l'expérimentation devrait avoir lieu si la loi est votée prochainement. Donc là, un gros enjeu. Donc évidemment, les pouvoirs publics, je donne juste deux exemples, mais le pouvoir de la norme et de la loi, il est très important et donc le rôle du gouvernement, le rôle des parlementaires est fondamental dans la fixation d'un cadre qui permette de développer cette économie circulaire et inclusive. Il y a évidemment tout ce qui est autour du budget, du projet de loi de finances, quel budget on donne pour l'insertion par l'activité économique, c'est des choses qui sont absolument fondamentales. Donc ça, c'est au niveau, je dirais, macro et national. Et puis, il y a les territoires. C'est également, le rôle des pouvoirs publics est également extrêmement important pour nous et pour l'ensemble des acteurs de l'ESS et donc de l'économie circulaire inclusive. L'échelon territorial, il est fondamental que ce soit les régions, les départements, les groupements de communes, les communes. Et le rôle pour nous des collectivités locales, c'est analyser les besoins du territoire, les connaître, les analyser, définir des objectifs, donc là aussi une vision, des objectifs, des moyens financiers, des moyens d'ingénierie, des moyens d'accompagnement, capitaliser ce qui se passe sur le territoire et donc faciliter la promotion de tout ce qui est un peu innovation, notamment sur l'économie circulaire et sur l'inclusion. Donc ça, c'est vraiment des missions qui sont fondamentales et ce qui est hyper intéressant dans ces dernières années, c'est tous les dispositifs de coopération territoriale qui ont émergé. On pense au PTCE, donc les pôles territoriaux de compétitivité économique, je crois que c'est ça l'acronyme, qui sont en fait des endroits de co-construction où la gouvernance d'un projet allie les différentes parties prenantes, que ce soit des associations, des acteurs de l'ESS, des entreprises et des pouvoirs publics. Donc, toutes ces dimensions de coopération territoriale, elles sont vraiment fondamentales. Il y a aussi le développement des SIC, donc sociétés coopératives d'intérêt collectif. On en a quelques-unes chez Emmaüs, on en a une par exemple dans les Deux-Sèvres. Et là aussi, dans la gouvernance et dans le capital, peuvent être associées à la fois les collectivités locales et les autres parties prenantes, la coopérative, mais aussi les entreprises éventuellement. Donc, développer sur les territoires des modalités de coopération intenses pour tous les acteurs de cette économie circulaire et inclusive. Et puis, du coup, mettre en œuvre des projets qui peuvent être, alors là aussi, je citerai quelques exemples un peu plus précis dont nous sommes acteurs, nous, sur les territoires. Évidemment, par exemple, des équipements de réemploi. Donc là, on va croiser la dimension prévention des déchets et la dimension emploi-insertion, qui sont deux missions des collectivités locales à des niveaux différents, se donner des objectifs de création d'équipements de réemploi de proximité, ressourceries, structure Emmaüs sur les territoires et se donner les moyens pour ça. Il y a un énorme potentiel. C'est effectivement important de la loi
de la loi économie circulaire. Pardon. Et donc là, est-ce qu'on a une ambition de développer sur les territoires, vraiment de passer un cran et de développer des équipements d'emploi qui sont à la fois des lieux évidemment de prévention des déchets, donc impact sur l'environnement, des lieux d'insertion de personnes en difficulté qui travaillent, des compagnons des salariés en insertion, des lieux de mobilisation citoyenne, des lieux de résilience, des lieux de démocratie locale. Voilà, donc ce sont des espaces qui cumulent un certain nombre de missions et d'avantages et qui sont importants. Par exemple, il y a évidemment, et Diane Simi en a parlé aussi, tout ce qui est le développement des projets autour des circuits courts, de l'agriculture durable, etc. Emmaüs n'était pas là-dedans tellement, mais on commence à se lancer dans l'agriculture bio et le maraîchage, notamment au travers de projets sociaux un peu innovants sur l'accueil de personnes sous main de justice qui travaillent à des activités maraîchères au lieu de faire leurs dernières années en prison. Donc, objet social, objet environnemental, ça c'est toujours le truc Emmaüs. Voilà, donc autour des projets agricoles, il peut y avoir aussi un axe important. Il y a le développement donc, des entreprises à but d'emploi. Il y a tous les projets autour de la mobilité. Nous aussi, on est acteurs dans les Deux-Sèvres toujours d'un projet d'autopartage autour donc, des mobilités, les freins à la mobilité comme freins à l'insertion. Comment est-ce qu'on met en partage les flottes de véhicules des entreprises avec l'aide et le soutien des collectivités et un réseau qui se crée. Voilà. Donc toujours, comment est-ce que sur toutes ces thématiques qui sont le réemploi, la mobilité, l'agriculture, un certain nombre de thématiques de l'économie circulaire, comment est-ce que les collectivités territoriales peuvent être acteurs, parties prenantes dans ce qu'elles identifient les besoins, elles sollicitent les acteurs, elles les accompagnent, elles les financent et elles participent au projet. Voilà, c'est quelques exemples comme ça que j'ai cités parce qu'on est acteur de ça. Donc, en effet, pour terminer, les attentes que l'on peut avoir vis-à-vis des pouvoirs publics, elles sont fortes. Le moment est un moment charnière. On a à être tous à la hauteur de ce moment pour revisiter nos modèles, changer de paradigme et aller plus vite. Plus vite. Il faut aller plus vite que nous allions. Donc, le rôle des pouvoirs publics dans ce changement, il est fondamental et nos attentes, elles sont grandes. Voilà. Ah, Pascal, tu n'as pas ton micro. Toujours pas. Pascal, je crois qu'on ne t'entend pas. Voilà. C'est bon, puisqu'on va passer la parole à François-Michel Lambert. C'est bon? D'accord. Évidemment, nous souhaitons, monsieur le député, avoir votre vision de toute cette problématique et pour savoir comment changer de braquet. Merci beaucoup. Le plus important est à Circulaire de proposer tous ces rendez-vous, puisqu'aujourd'hui on en a un, il y en aura d'autres, on a vu l'agenda et j'invite à chacun de suivre les différents webinaires en direct ou de les reprendre. J'étais le grand témoin de la feuille de route de l'économie circulaire et j'ai présenté le 18 décembre 2018 de mémoire ce graphique qui est là. Et la grande crainte que j'avais, c'est qu'on se concentre sur le tout petit point rouge, éventuellement un petit peu sur le point vert au-dessus de la barre, mais que l'on ne tienne pas compte des autres bulles présentes dans ce graphe. L'économie circulaire, c'est absolument pas l'économie de recyclage. C'est l'économie qui a comme volonté de remettre notre trajectoire de développement dans l'équilibre de notre planète. Il y a une chose qui est incontournable, on l'a vu à travers la crise du Covid-19, et c'est, je dirais presque pas forcément un incontournable, puisque la science humaine peut le dépasser. Il y a beaucoup trop de morts, mais peut-être qu'on pourra avoir un espoir d'un jour anticiper ce type de pandémie, de les dépasser et d'éviter les catastrophes humaines que nous avons subies. Par contre, il y a un incontournable, c'est que nous sommes un tout petit navire, un tout petit vaisseau qui vogue dans un univers depuis des milliards d'années et il y en a encore pour des milliards d'années. Il n'y aura pas une deuxième planète qui va venir se garer à côté de nous. Et donc, nous devons faire avec ce que nous avons embarqué, avec les ressources disponibles que nous avons. Or, le modèle de développement que nous avons est extrêmement vorace de ressources. Alors, il tient parce que nous sommes 500 millions, 1 milliard aujourd'hui à avoir un modèle de développement
dépasse les capacités de la biosphère, mais dans une trentaine d'années, ça sera 3 milliards. Et là, ça ne passe plus. Et c'est un peu la traduction que vous avez dans ce chiffre. L'économie circulaire se concentre sur les déchets municipaux, 0,3 tonnes par an et par habitant européen. Parfois, et on reviendra sur la loi économie circulaire, on va sur le total annuel des déchets, on prend aussi les déchets du BTP, mais pas tous. Donc, on va sur la bulle des 5 tonnes. Mais on ne voit pas la bulle de 10 tonnes, qui est une accumulation que nous faisons de matières premières, que nous immobilisons, que nous sortons d'un bien commun, d'un usage commun. Alors, parfois, c'est positif, faire un hôpital, mais parfois, c'est la 42e paire de chaussures ou la 5e, 6e voiture, ou je ne sais trop, ou l'agrandissement d'une maison pour avoir une pièce qui peut-être un jour sera utile, sauf que c'est des ressources que nous prenons et que nous immobilisons. Le résultat, ça fait que depuis le début du XXe siècle, les Européens ont stocké 60 tonnes de déchets et surtout ont immobilisé, retiré à la terre, retiré au bien commun 340 tonnes. C'est un tonnage par habitant et ça va en croissance. Et si tous les humains sur cette planète avaient les mêmes trajectoires que nous, c'est la guerre des ressources. Donc voilà ce que j'avais demandé que nous ayons comme ambition sur la loi économie circulaire. La loi économie circulaire est une très bonne loi sur la question de la pollution du quotidien, sur les bouteilles plastiques qui traînent, sur les déchets, les quelques déchets qu'on trouve en forêt, mais elle n'a jamais reposé la question du fondement même de notre modèle. D'ailleurs, dans la loi de 2015, nous avions, c'était moi qui avais porté cet amendement, inscrit que la France devait en 2030 consommer autant de ressources qu'en 2010, à la tonne près, sauf que nous aurons eu une croissance de 25 à 30% entre-temps, et surtout 7 millions d'habitants de plus. Donc ça veut dire qu'il faut faire mieux avec pas une tonne de plus, j'allais dire avec moins de matière disponible. Et ça, c'est la grande question qui est devant nous. Je vais prendre la diapo suivante, Christelle, merci. C'est une philosophie. C'est pas une technologie. C'est pas un moment de passage. C'est le sens même de notre modèle. C'est Hélène MacArthur qui l'a très bien défini. Elle a compris ce qu'était une approche économie circulaire quand elle a fait le tour du monde sans escale sur son bateau. Elle s'est dit, je pars avec ce que j'ai, je dois arriver avec ce que j'ai et je ne récupérerai rien, hormis peut-être un poisson volant qui tombe sur son bateau, mais tout le reste, elle a mangé et elle a bu avec ceux qu'elle avait à bord de son bateau. L'humanité, elle est pareille, elle doit vivre avec ce qu'elle a, elle ne peut pas vivre avec ce qu'elle n'a pas ou prendre de son futur qui est celui de nos enfants, c'est-à-dire consommer aujourd'hui des ressources que n'auront pas nos enfants. Et donc, nous devons lier nos ressources disponibles avec nos usages et c'est une transformation complète. Je vais l'expliquer rapidement sur la voiture. Avant de revenir à cette diapo, pardon, Christelle. La voiture. Une voiture, c'est une tonne de matière première, de métal. En vérité, c'est 7 tonnes pour faire une voiture. D'une tonne, il nous faut 7 tonnes, qui est immobilisée 80-90% de son temps et le reste du temps déplace une personne. C'est une catastrophe en termes d'usage, de rentabilité de la matière mobilisée, de l'efficience d'usage. Je provoque très souvent, je préfère quelqu'un qui achète une diesel qui va faire 100 000 km avec 4 personnes à bord en permanence. Il aura, au bout de 10 ans, fait 4 millions de kilomètres passagers. Que celui qui achète une belle voiture électrique, elle est tout carbone, machin, il sera le seul à rouler, il fera 100 000 kilomètres au bout de 10 ans et il aura fait 100 000 unités de transport. Donc, il aura gaspillé la matière première qu'on lui a mise à disposition. Et c'est bien là la transformation que nous devons avoir de notre relation aux ressources que nous mobilisons. Elles n'ont pas à être vertes, elles ont à être bien utilisées. Elles ont à être vertes et bien utilisées. Ce ne peut pas être l'un ou l'autre, ça doit être les deux en même temps, si je paraphrase un président de la République. Le diapo suivant. Merci beaucoup, Christelle, de l'aide à distance et surtout de cette mobilisation que vous faites. Une approche, elle doit être d'abord une vision, ça a été dit juste avant, il nous faut une vision. Quand on dit
par exemple, de ne pas consommer une tonne de plus en 2030 qu'en 2010 au niveau de la France, c'est une vision. Bon, l'État ne s'y tient pas, on n'atteindra pas l'objectif, mais l'objectif reste. Quelle est la vision que nous avons dans la loi que nous avons, qui a été votée par d'autres, moi je n'ai pas accepté de la voter, de ce début d'année? Il n'y a pas de vision. Il y a des traitements de la pollution, mais il n'y a pas de vision. Il nous faut cette vision de l'État, c'est un indispensable. Et il faut une approche systémique, une approche d'écosystème. Et oui, parce que nous sommes dans un écosystème, la crise nous l'a rappelé, quand on percute des espaces naturels, forcément, il y a des choses qui se passent et il y a des retours de manivelle. Et bien de la même façon, les stratégies, par exemple sur le plastique, c'est pas une bonne stratégie. On n'a pas abordé dans la loi économie circulaire le volume de plastique mis en œuvre en France. On est juste sur une idée de mieux le recycler. Oui, il faut mieux le recycler, mais on n'a pas une idée de comment substituer le plastique, notamment en faisant disparaître des usages où on n'en a pas besoin. Il n'y a pas de stratégie là-dessus. Travailler dans la durée, oui, on est sur la transformation écologique. Le modèle dans lequel nous sommes, il a débuté à la fin du 19e siècle, mi-19e, mais il a commencé à être puissant dans notre Occident à la fin du 19e. Il s'est accéléré après la guerre, il s'est encore suraccéléré dans les années 80 d'une société de surconsommation. Eh bien, c'est pas en un an, c'est pas en un mandat de députés, de présidents ou d'élus de territoire que nous arriverons à transformer. C'est dans une durée relativement longue. Et ça, il nous faut pour cela avoir cette vision. Et c'est pour ça que je vais proposer une loi d'orientation sur l'usage des ressources qui nous permettent d'aller dans un temps long et qui permettent la transformation écologique de notre modèle, la transformation et pas la transition, c'est-à-dire changer les choses et pas juste glisser. Il faut transformer. Développer des actions dans un mode coopératif et collaboratif. On l'a bien vu que face à une crise, c'est pas l'individu seul qui sauve. Certains régimes dictatoriaux l'ont tenté, ou j'ai dit dictatoriaux, j'aurais dû dire autoritaires, avec des catastrophes sanitaires dramatiques. C'est vraiment le collaboratif, le coopératif qui nous donne, et la confiance. Et ça, la confiance, elle est inculquée, elle est impulsée par le pouvoir politique, et notamment au plus haut. Tout comme le coopératif et le collaboratif, hein, c'est toujours le puissant qui crée la collaboration, qui crée la coopération et qui donne la confiance. Et donc, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous attendons de ceux qui sont en responsabilité. La proximité est absolument indispensable. L'économie circulaire, c'est l'économie de territoire, l'économie de proximité. Nous devons faire avec les ressources que nous avons. Nous avons bien vu dans cette crise que nous sommes extrêmement dépendants d'autres pays sur les produits finis, les masques, les produits médicamenteux. Mais sur les produits même en amont, la matière première, celle qui sort de la terre, quand on a des modèles qui sont identiques sur tous les continents de la planète et qu'on construit de la même façon une maison, de la même façon un objet industriel, un produit fini, avec les mêmes matières premières, etc. Et que ces matières premières, que vous ne les avez pas sur votre territoire, eh bien, vous êtes dans un risque de non-résilience. Donc, il faut retrouver une proximité. Les usages, les besoins sont plus ou moins équivalents, mais les réponses, elles doivent être par rapport à ce que nous avons dans nos territoires, les ressources disponibles intrinsèques ou liées à la consommation. La France est un pays de tourisme, donc il y a beaucoup de consommation. On ne les connaît pas, on ne sait pas s'appuyer dessus. Ça a été rappelé notamment par nombre de produits dormants. On parle de plusieurs kilos qui dorment dans les territoires de chaque foyer français, kilos de produits électroniques notamment. Là, passer d'une économie de la quantité à une économie de la qualité, je l'ai dit, c'est pas la quantité de voitures électriques qui nous sauvera, c'est la baisse du nombre de voitures. On est à près de 40 millions de voitures aujourd'hui en France. Si on les met toutes en électrique et en hydrogène, on ne s'en sortira pas. Par contre, si on revient à ce que nous avons connu quand j'avais 20-25 ans, c'est-à-dire une trentaine d'années, à 25 millions de voitures, mais qu'on sait les partager, qu'on sait utiliser d'autres moyens, eh bien, nous gagnerons l'équivalent de ces voitures. Pour finir, parce que je suis un peu long, il faut cette vision et agir sur les 4 leviers plus 1. Depuis que l'homme est homme, depuis qu'il est en communauté, il a agi sur 4 leviers pour transformer sa communauté et un 5e. La fiscalité. Quelle est la fiscalité que nous voulons?
Mettons une fiscalité sur les matières premières, notamment celles qui sont en tension. Baissons la fiscalité sur la main-d'œuvre, notamment celle qui permet le partage et un meilleur usage. On n'arrive pas à faire baisser la fiscalité sur la réparation. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, on a encore une TVA extrêmement élevée sur la réparation. Ce n'est pas normal. La réglementation, c'est interdire ou obliger. Il faut à un moment donné interdire, bloquer, pour obliger à passer à autre chose. Et l'obligation, c'est insérer, par exemple, de la matière première ou obliger à partager sa voiture. Un jour, peut-être dans des villes, vous ne pourrez rentrer qu'avec des voitures que vous partagez. Voilà, c'est comme ça que nous pourrons transformer. Le troisième levier, c'est l'incitation. L'incitation, évidemment, économique, comment on flèche, comment on aide, comment on met en avant, en exergue, comment on met en force tout ceci. Je vais devoir partir bientôt, c'est un peu glissé. Je finis vite. Le changement de comportement, ça c'est important, les changements de comportement et de compétences, nous devons travailler là-dessus. Et puis le cinquième levier, c'est celui de la démocratie. Ça doit être compris, ça doit être partagé par les citoyens qui doivent accepter cette transformation, qui doivent sentir que ça sera un meilleur monde, et ça doit être aussi partagé par les pays environnants, notamment au niveau européen. Donc nous avons besoin de cette loi d'orientation qui permettrait ça. Je finis sur l'Institut national de l'économie circulaire que je préside, que j'ai fondé en 2013. Nous avons produit récemment de l'opérationnel, parce que là je viens de donner un sens, mais vous allez me dire, et l'opérationnel. Nous avons produit des documents que vous trouverez sur notre site, Institut national de l'économie circulaire, sur le textile. Comment enfin agir sur le textile, sur les D3E, les produits électroniques, sur l'événementiel. Il y a aussi des marges. J'espère d'ailleurs que les événements vont revenir, tous ces festivals, tous ces rendez-vous que nous pouvons avoir. Et nous avons aussi sur l'économie comportementale. Donc, vous trouverez des éléments là-dessus. Et nous ouvrons 2 chantiers sur l'école circulaire, comment de A à Z, de la conception à l'usage, y compris les flux et même l'enseignement, comment on peut avoir une école circulaire. Et nous ouvrons aussi sur les territoires circulaires. Voilà pour conclure. Merci beaucoup, j'étais un peu long. Je sais que vous êtes très pressé là, mais on a des questions qui sont arrivées et notamment en réaction à vos propos. Je vais écouter, mais je vais marcher en même temps. Hein. D'accord. Je vous prie de m'excuser. Alors, il y en a une qui pose un vrai débat de société. Est-il possible de transitionner vers une société efficiente en ressources comme celle que vous prônez, sans pénaliser la croissance et sa capacité à créer des emplois et à améliorer le niveau de vie des gens? Alors, ça concerne tous les intervenants, mais comme vous en allez, je me permets de m'adresser à vous pour que vous puissiez, si possible, en quelques secondes, nous répondre sur ce point de la question de la pénalisation possible de la croissance. Alors, j'ai coupé la vidéo pour pas que ce soit désagréable parce que je marche en même temps. Je dois absolument ne pas rater mon train. Vous imaginez bien. En réponse, nous travaillons sur une nouvelle forme de comptabilité. La comptabilité intégrée. La comptabilité intégrée, elle permet de ne pas compter que la valeur économique, mais aussi la valeur financière, la valeur environnementale et la valeur sociale. Je m'explique. Aujourd'hui, quand vous comptez le bilan d'une association, d'une entreprise, d'une ONG, on regardera que son bilan économique, ce qui est en compte en banque. Pourtant, elle peut être positive en termes d'action sociale, je pense notamment à Emmaüs, positif en termes d'action environnementale, toujours Emmaüs par exemple, et on est incapable de donner cette valeur. Donc nous expérimentons l'Institut national de l'économie circulaire avec Compta Durable, nous expérimentons en région Provence-Alpes-Côte d'Azur cette forme de comptabilité auprès de 10 entreprises, dont le groupe Pernod Ricard, Auchan, ou des petites des associations, comment on peut mieux mesurer la réelle valeur créée par les entreprises. Et à ce moment-là, les choses changeront, les emplois se flécheront vers ce type d'économie. Merci, monsieur le député.
Juste peut-être, Pascal, excuse-moi de te couper. Diane Simieux souhaitait rebondir si François-Michel Lambert est encore présent sur Je suis là, mais je un vous écoute. échange. Peut-être si vous pouvez encore nous accorder une minute. Diane, Oui, merci beaucoup Christelle. Non, je voulais réagir sur certains points et merci beaucoup pour cette possibilité d'échange. Sur la question des ressources, j'ai partagé le lien, je ne sais pas si c'est possible de le diffuser à tous ceux qui écoutent, parce qu'on a sorti un rapport, c'est tout récent, sur la consommation de ressources de la France. C'est nouveau comme approche. C'est vraiment une mine, sans mauvais jeu de mots, de données, et ça montre vraiment à quel point on est encore extrêmement dépendant des importations. Alors évidemment pour tout ce qui est pétrole et gaz, mais minerais métalliques, beaucoup de minerais au-delà de ce qu'on importe aussi en produits manufacturés. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'État se désintéresse de ce sujet, mais il ne suffit pas de décréter un objectif dans la loi pour qu'il se fasse. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder ce rapport, parce qu'ensuite, c'est à partir de ça qu'on peut vraiment tirer des actions concrètes sur voilà, telle terre rare, elle est où ? Comment est-ce qu'on en a besoin pour la transition écologique, comment est-ce qu'on peut la récupérer dans nos mines urbaines, hein, que sont toutes nos poubelles. Donc je vous invite vraiment à regarder ça. Je pense qu'on ne peut vraiment pas dire qu'il n'y a pas de vision de l'État sur ce sujet. C'est vraiment un sujet qui est au cœur des réflexions sur le plan de relance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je souhaitais réagir, c'est celui du plastique. Je ne suis pas là pour refaire le match sur le plastique. ça a coupé. Diane, on ne vous entend plus. Je peux répondre à la première partie le temps que Diane se reconnecte, si vous permettez. On attend. On est en train de mettre en place une stratégie très concrète de comment on y parvient, avec des objectifs quinquennaux. Il ne s'agit pas d'avoir un objectif à 2040 et de se dire on verra en 2039. On est en train de définir maintenant l'objectif. Diane, on ne vous entend plus, ça a été coupé. Si vous m'entendez. Alors. Ah voilà. C'est bon. Je suis revenue, je ne sais pas si… pardon. Voilà, pardon. Je ne veux pas m'étendre longtemps là-dessus, mais juste vous dire qu'on est en train de mettre en place définir des objectifs quinquennaux, donc 2025, 2030, 2035, 2040. C'est quoi nos objectifs de réemploi, de réduction et de recyclage pour tous les emballages, Ça y est, en fait, vous êtes de nouveau coupé. On ne vous entend plus. Diane, on ne vous entend. Je suis désolée pour Diane. Dans les mains de la France, puisqu'il s'agit de sujets européens et on ne fait pas complètement ce qu'on veut, mais c'est quelque chose sur lequel Diane, je suis désolée, il y a des pertes de réseau. Donc, juste pour corriger une précision sur le fait que la loi prévoit des obligations d'incorporation de matières recyclées. C'est dans la loi. Oui, alors malheureusement, il nous reste 7 minutes et on a beaucoup de questions, donc je vais devoir aborder un sujet différent. Je pense que François-Michel pourra répondre une autre fois sur ce sujet. On a eu pas mal de… Je vais vous laisser, pardon Jules, je coupe, okay, là, mais je vais vous laisser. Merci encore, je suis confus pour ne pas pouvoir rester jusqu'au bout, mais j'ai un train à prendre. Merci beaucoup. Merci. Du coup, je vais aborder donc une question qu'on a sur la coopération territoriale qui a été abordée par un bon nombre des participants. Je pense que ce sera intéressant d'avoir vos deux avis, Valérie Fayard, Diane Simieux. Peut-être d'abord, quels sont selon vous les principaux freins à une coopération territoriale et surtout, du coup, comment les pouvoirs publics peuvent lever ces freins pour accélérer cette coopération locale? Moi, je veux bien répondre. Ouais. Merci. Les freins, ils sont de multiples ordres. Ils peuvent être d'abord par une méconnaissance des différents acteurs.
C'est-à-dire que, par exemple, si on prend des projets sur un territoire entre des collectivités locales, donc les pouvoirs publics, des associations, des entreprises, bah, c'est des mondes qui ne se connaissent pas forcément très bien, notamment le monde associatif et le monde de l'entreprise. Donc, effectivement, tout ce qui est autour de la mise en lien, la mise en réseau des personnes, et ça, c'est quelque chose qui peut être fait soit par les pouvoirs publics, bien sûr, et c'est une de leurs missions, soit par d'autres acteurs citoyens qui voilà, mettre en lien, comme bah, vous le faites un petit peu, des acteurs de différents niveaux. Donc, je pense que c'est un fort frein. Et lié à cette méconnaissance, il peut y avoir aussi bah, du coup des représentations fausses. Moi, par exemple, c'est vrai que je parle évidemment depuis chez Emmaüs. Chez Emmaüs, pendant très longtemps, la coopération avec des entreprises, ce n'était pas quelque chose qui était culturellement inimaginable. Pour nous, c'était deux mondes différents, le monde de l'entreprise, le monde des assos et de l'ESS. Et ça y est, ça commence avec des projets de coopération. Donc, il y a, à mon avis, voilà, des freins qui sont liés à la méconnaissance, des mauvaises représentations. Et puis alors après, il y a des tas de choses autour des dispositifs, des freins éventuellement administratifs, réglementaires, ou quelquefois la souplesse nécessaire au projet de coopération est un peu contrariée par un cadre un peu contraignant. Mais ça, je pense que ça peut se résoudre. Voilà pour de mon point de vue. On a une autre question parmi les nombreuses qui nous sont arrivées. Je vous la lis. Comment concilier exploitation locale du sous-sol et environnement pour disposer de matières premières actuellement importées et produites dans des conditions fréquemment peu respectueuses de l'environnement? Peut-être Madame Signou, pouvez-vous répondre? Oui, volontiers. Je pense que c'est une question… Excusez-moi, Diane, si jamais on ne vous entend plus, je couperai votre vidéo pour qu'on vous entende. D'accord. Non, je pense que c'est une question vraiment importante parce qu'en France, on a des minerais qu'on n'exploite pas. Et c'est un vrai sujet parce que c'est des métaux qui sont stratégiques pour la transition écologique. On en a besoin pour les éoliennes, on en a besoin pour les véhicules électriques. Et on ne les exploite pas. Et je pense que c'est un sujet parce qu'il serait certainement mieux produit chez nous qu'ailleurs. Et donc, c'est vraiment l'objet du projet de réforme du code minier, qui est un vieux projet. Mais je pense qu'on a aussi besoin, à vrai dire, de rassurer, grâce à cette réforme du code minier qui va permettre aussi une meilleure intégration, voilà, mise en cohérence avec le code de l'environnement, du code minier avec le code de l'environnement, et puis une meilleure organisation des consultations avec les citoyens, avec le public, avec les riverains, pour qu'on arrive à surmonter le rejet qu'il y a aujourd'hui autour des projets miniers. Parce que je pense que c'est des questions de souveraineté qui sont importants. Et puis je pense que c'est essentiel pour ne pas exporter notre empreinte environnementale ailleurs. Alors, vous avez évoqué plusieurs fois donc, le sujet du réemploi, évidemment. On parle d'économie circulaire inclusive et je pense que c'est très intéressant de parler de réemploi puisqu'on a justement cette inclusion sociale, je pense, plus particulièrement sur cette boucle de l'économie circulaire. Vous avez parlé d'un fonds pour le réemploi. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails sur ce fonds? Quelles sont les structures qui pourront en bénéficier? Comment? Est-ce un fonds de dotation, d'investissement? Je pense que ça peut intéresser beaucoup de structures du secteur. Vous posez la question à qui? Alors, je pose la question à Diane, mais Valérie, vous en avez aussi parlé. Ça peut être intéressant. Allez-y, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Alors, c'est un fonds qui va être fait en fait filière REP par filière REP. En fait, toutes les filières REP, c'est filière responsabilité élargie du producteur. Donc, c'est les filières pollueur-payeur en fait qui existent, qui sont un certain nombre en France et qui vont devoir consacrer 5% à justement ce fonds de réemploi, ce qui fera au total 50 millions d'euros avec l'idée que ça puisse bénéficier essentiellement à des acteurs de l'économie sociale et solidaire et on pense aux ressourceries, recycleries, etc. Oui, je compléterai juste là-dessus. Effectivement, nous, dans le cadre du projet de l'économie circulaire, nous, on avait demandé à ce qu'il y ait un seul fonds, que ce ne soit pas un fonds par filière, mais un seul fonds.
Donc, en fait, il y a des fonds réemploi qui sont en train de se mettre et qui vont donc se mettre en place filière par filière. Et aujourd'hui, et qui doivent permettre effectivement de financer la pérennisation et le développement des ressourceries, recycleries, associations Emmaüs, etc., qui agissent sur le réemploi. On est en cours d'élaboration, enfin les décrets sont en cours d'élaboration par le ministère, et donc les modalités pratiques, qu'est-ce qui sera, est-ce que c'est de l'investissement, est-ce que c'est de la rémunération à la tonne, tout ça est en cours de définition et de co-construction. Ok, merci. Merci beaucoup. Il est 12h30, on va s'arrêter là. Il m'appartient de faire une mini synthèse des propos qui ont été tenus. En 2 mots, il faut donc changer de braquet. La loi a été une réelle avancée. On comprend bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas en rester là. Il faut aller au-delà. Vous avez les uns les autres ouvert de nombreuses pistes, parmi lesquelles le fait de lever les freins, de travailler à une souveraineté nationale pour éviter la pollution importée et beaucoup d'autres. On aura le plaisir de continuer à réfléchir à ces sujets lors des prochains webinaires, le prochain étant le 10 juillet. Donc, on espère vous avoir tous très nombreux. Merci aux 3 intervenants. Merci à vous. Voilà, merci d'avoir joué le jeu de notre think tank le plus important. À bientôt à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à l'équipe Transition écologique inclusive qui était notamment animée par Nathalie Bernard, qui est en train de tweeter un certain nombre de réponses et d'interventions que vous pourrez retrouver et que vous retrouverez aussi en podcast. Donc maintenant, je crois que je vais finir et clore en appuyant sur le bouton arrêter. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.